Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à ce 5e webinaire de la QPC de l'automne 2020. Mon nom est Nicole Perrault. Alors, tout comme pour les colloques en présence, les webinaires de la QPC, ça vise particulièrement à soutenir le développement puis l'évolution de la pédagogie collégiale. Puis, un de nos objectifs, c'est aussi de vous donner l'occasion de créer des liens avec des gens qui partagent des intérêts semblables aux vôtres. Pour ce faire, on a deux types de fonctionnalités qui sont offertes. Vous allez voir, je vais vous en proposer une autre fonctionnalité par la suite. Pour le moment, les activités offertes dans le webinaire en tant que tel auquel vous êtes inscrit, c'est bien sûr le module questions-réponses qui se trouve probablement au bas de votre fenêtre, où là, vous posez des questions à propos du contenu du webinaire. Donc, les questions sont posées aux conférenciers, à la conférencière et aux conférenciers. Donc, vous utilisez le module Q&R. Ne posez pas de questions aux conférenciers dans le chat. Le chat, c'est vraiment réservé ça pour tout ce qui s'appelle interaction entre vous, commenter, préciser, proposer des ressources, etc. Mais on a ce qu'on vous propose aussi pour prolonger les échanges si ça vous intéresse. Il y a une formule qui s'appelle la formule On jase là qu'on a mise sur pied. Alors, on verra ce que ça donnera. C'est qu'après le webinaire, donc après le 75 minutes, il sera possible pour vous de vous brancher sur un autre lien Zoom après que vous ayez fermé la fenêtre du webinaire et de vous connecter avec le lien suivant https://bit.ly/multitype. Vous aurez alors l'occasion d'allumer votre caméra web et d'allumer votre micro et d'échanger directement entre vous. Mais pour le moment, je vais vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui, Catherine Bellec et Éric Richard. Ah oui, je vais vous dire aussi que, excusez-moi, que le webinaire est enregistré. Donc, dans peu de temps, je ne sais pas quand au juste, mais vous recevrez le lien vers l'enregistrement et la documentation utilisée lors d'activité. Et vous allez recevoir aussi le contenu du clavardage. C'est donc dire qu'après l'activité, je vous envoie tout de suite le contenu, le diaporama qui est utilisé lors du webinaire. Je vais vous envoyer le contenu du clavardage et peu de temps après, vous recevrez le lien vers l'enregistrement en tant que tel. On va aussi, dans le courriel que je vais vous envoyer cet après-midi, je vais aussi vous envoyer un lien vers un formulaire d'appréciation, puis on apprécierait beaucoup que vous puissiez le compléter. Ça nous est extrêmement utile pour préparer les autres webinaires. Il y a des questions qui sont posées sur le contenu, naturellement, mais aussi sur les aspects techniques, etc. Donc, je vous présente notre conférencière et notre conférencier. Dont j'ai lu l'article dans Pédagogie collégiale, je leur disais que j'ai beaucoup apprécié. Alors, tout d'abord, Catherine Bellec, qui enseigne la littérature au Cégep Gérald Godin depuis 2006, et elle coordonne le laboratoire de soutien en enseignement des littératies, le LabCEL. Ça a été créé, le LabCEL a été créé en 2018. Catherine est inscrite au doctorat professionnel qui est offert par l'Université de Sherbrooke et dans le cadre de ses études, elle a mené deux recherches qui sont subventionnées par PAREA, l'une sur l'apprentissage autorégulé en lecture dans différentes disciplines et l'autre sur la rétroaction multiple, combinant, là, grâce aux technologies, des commentaires écrits ou audio, des liens hypertextes, etc. Ses intérêts de recherche concernent l'apprentissage autonome, l'apprentissage actif et la métacognition. Quant à Éric, il enseigne la sociologie au campus Notre-Dame-de-Foix. Il mène des travaux de recherche en milieu collégial depuis 2005. En plus de ses intérêts pour la pédagogie, ses travaux se sont intéressés aux étudiants inscrits au programme de technique policière, à la mobilité intraprovinciale des cégepiens, aux étudiants adultes et aux réalités LGBT+. Ses intérêts de recherche concernent les jeunes à travers les questions de la mobilité, de l'intégration, de la formation et des conditions de vie. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à nos conférenciers et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Nicole. Donc, ça va être à mon tour de partager mon écran. Donc, merci à tout le monde d'être là. En fait, on avait présenté cette offre-là de webinaire, de conférence pour le colloque de la QPC. Donc, on ne vous voit pas maintenant, mais c'est pas grave. Au moins, la diffusion des choses va être faite. Puis, j'espère que ça va
vous amener des idées intéressantes pour votre réalité à tous là, dans le contexte de la pandémie. Donc, rétroaction multitype, mode de communication ou méthode d'enseignement. Donc, la petite BD représente très bien, je suis certaine que tous les enseignants peuvent se retrouver dans cette image que peut être le fléau, si l'on peut dire, de la correction. Donc, on va voir si on peut, avec les résultats de notre recherche, vous montrer d'autres perspectives. Alors, bon, à la source du projet, pourquoi on s'est intéressé à la rétroaction? Bon, dans la recherche, c'est depuis de très longues années connu que les rétroactions ont un effet déterminant sur la réussite, ou du moins, en tout cas, c'est ce que les études suggèrent. Et évidemment, avec tout le développement des TIC dans les dernières décennies, il y a un intérêt grandissant. On le voit au collégial avec les travaux de Julie Roberge, Isabelle Cabot et Stéphanie Fachin sur différentes sortes de rétroactions numériques, parfois orales, parfois vidéo. Et donc, moi, comme enseignante, j'avais essayé, avant 2015, plein de sortes de rétroactions. Et à chaque fois que j'essayais une sorte de rétroaction, je me disais, bien, il y avait toujours un avantage et des désavantages. Et là, en 2015, l'idée m'est venue qu'en quelque part, peut-être que la combinaison de toutes sortes de rétroactions pouvait permettre de neutraliser en partie les désavantages tout en profitant des avantages que chaque type de rétroaction pouvait offrir. Donc, j'ai fait un petit projet de recherche vraiment exploratoire en 2015, donc, que j'ai appelé donc, comme méthode de rétroaction la rétroaction multitype. Alors, de quoi ça peut avoir l'air? Là, j'ai pris une copie où il y avait un bout de copie où il y avait tout. Là. Évidemment, idéalement, on ne veut pas autant de choses que ça en même temps. Donc, la rétroaction multitype permet de faire plusieurs sortes de rétroactions. Vous avez ici des marques écrites, par exemple. Vous avez évidemment des bulles de texte où on peut mettre un texte écrit très long. En fait, c'est à peu près infini la longueur de texte qu'on peut mettre là-dedans. On peut souligner, on peut mettre des zones texte qui vont être visibles d'emblée par les étudiants, des capsules audio, des liens hypertextes. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais il y aurait aussi la possibilité de mettre des images, des graphiques. Bon, donc, les possibilités sont extrêmement larges. Donc, moi, j'avais expérimenté ça dans un contexte de réécriture et ça m'avait donné des résultats vraiment intéressants. Et j'ai rencontré Éric et à partir de là, on s'est dit, OK, ça semble prometteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment voir si ça pourrait concrètement être utile aux enseignants du collégial? Éric, je te laisse présenter les objectifs de la recherche qu'on a décidé de faire. Oui. Bonjour tout le monde. Donc c'est ça, suite à la rencontre avec Catherine, on a imaginé un projet de recherche avec une ampleur plus importante. Et ce projet-là s'est articulé autour de deux objectifs généraux, donc qui sont à l'écran. D'abord, on voulait voir dans un contexte, et c'est important de le mentionner, là, un contexte où les professeurs sont dans une situation de changement de pratique, où ils expérimentent quelque chose, où ils sont en perfectionnement. Donc, s'il y avait des retombées particulières de la rétroaction multitype par rapport à la rétroaction qu'on a appelée dite traditionnelle, donc unitype, souvent unitype écrite. Donc, ça avait des retombées à la fois chez les étudiants, mais aussi chez les enseignants, puis donc dans quelles circonstances. Donc, on voulait documenter ça. Et deuxièmement, donc, bien entendu, on voulait évaluer est-ce que c'est viable, le multitype, pour l'enseignement, pour le réseau collégial. Donc, plus spécifiquement, par la suite, là, donc on a, pour atteindre ces objectifs généraux-là, on a élaboré différents objectifs spécifiques. On vous présente ceux-ci là sur 2 diapos, 5 objectifs. D'abord, on voulait comparer chez les étudiants l'influence de l'utilisation d'un mode ou l'autre de rétroaction, traditionnelle ou multitype, d'abord sur leur appréciation quant aux rétroactions. Donc, est-ce qu'ils apprécient cette forme de rétroaction? Et pour les besoins de cette recherche, on a développé 3 instruments de mesure originaux. On n'a pas trouvé dans les écrits spécialisés des instruments de mesure qui nous permettaient d'atteindre cet objectif-là comme on le voulait. Donc, on a développé 3 instruments de mesure, 3 dimensions. Donc, l'un qui mesure l'appréciation de l'utilité des rétroactions. Donc, est-ce que pour l'étudiant, les rétroactions reçues lui permettent d'identifier les forces, les faiblesses de son travail? Est-ce que ça
procure des moyens de s'améliorer? Donc, est-ce que ça permet un certain transfert? Donc, est-ce que c'est utile? Une mesure de l'appréciation du contenu des rétroactions. Ici, ça ne mesure pas le contenu du commentaire en tant que tel reçu, donc s'il est satisfaisant, mais plutôt l'appréciation quant à la clarté là, du commentaire, du message que la rétroaction tente de communiquer à l'étudiant. Et troisièmement, une dimension sur le caractère différencié que peuvent apporter les rétroactions. Donc, est-ce qu'elles sont adaptées, personnalisées à l'étudiant, à ses besoins? Donc, on voulait comparer ça par rapport aux rétroactions traditionnelles et multitypes. Et aussi, il y avait dans le bas de l'écran, Catherine, je suis un petit peu trop rapidement. Ouais, c'est pas grave. On veut voir aussi s'il y a une comparaison à faire sur les performances et la réussite au cours. Donc, toutes les recherches sur les rétroactions tentent un petit peu de documenter cela. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour les étudiants? Ensuite, donc, autre objectif spécifique, on voulait voir aussi, est-ce qu'il y a des retombées éventuelles sur l'utilisation des rétroactions multitypes chez les enseignants? C'est un aspect qui est peu abordé. Quand on regarde les écrits, les recherches sur la rétroaction, il y a peu d'études qui se penchent là-dessus, et surtout notamment dans un contexte de développement professionnel. Donc, on a voulu documenter ça et réfléchir là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des retombées pour les professeurs là, de l'utilisation de cette forme de rétroaction? Ensuite, les deux derniers objectifs spécifiques concernent le deuxième objectif général, donc la viabilité pour le milieu collégial, donc voir les avantages et les désavantages perçus par les enseignants par rapport à chacune des deux méthodes, mais particulièrement celle du multitype, et aussi, bien entendu, le fameux temps de correction, des fois, que peuvent apporter là, des nouveaux modes de rétroaction pour les enseignants. Donc, on a voulu comparer ça là, chez tous les enseignants participants. Oui, donc on va faire aussi, on va arrêter à un moment donné pour demander s'il y a des questions et tout ça. J'ai vu déjà qu'il y en avait quelques-unes de rentrer dans les questions. Donc, après la méthodologie, on va prendre le temps de regarder s'il y a déjà des questions qui se posent. Donc, je rassure les gens. Donc, c'est ça. Alors, on a décidé à partir de là de faire ce qu'on appelle une recherche évaluative exploratoire. On est encore dans l'exploratoire parce que finalement, on avait, surtout au niveau des retombées chez les professeurs, on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'on allait trouver. Bon, donc, ce qu'on voulait voir, évaluer, c'était les retombées et la viabilité. Dans cette perspective-là, notre recherche avait deux volets, si l'on peut dire, dont un volet qui était élaboré selon un défi quasi-expérimental, si l'on peut dire. Alors, chacun de nos enseignants avait deux groupes, donc auxquels ils donnaient le même cours durant la même session. Donc, tous les étudiants avaient le même enseignant qui donnait le même cours et donc les mêmes travaux, évaluations et les mêmes critères de correction. Donc voilà, ça nous permettait par le contexte d'avoir au moins un contexte équivalent pour les groupes témoins et expérimentaux. Par ailleurs, la recherche, on la faisait vraiment dans une perspective pragmatiste. Donc, ce qu'on voulait, ce n'était pas voir si dans un contexte de recherche là, spécifique, avec toutes sortes de contraintes particulières, il y avait des retombées et quelles étaient les retombées. On voulait vraiment avoir un résultat de, bon, le prof qui décide de faire de la rétroaction multitype et qui n'en a jamais fait, et qui a, par exemple, une formation dans une journée pédagogique de 2 heures, qui va voir son CPTIC, qui lui montre un peu une application et qui peut avoir peut-être un petit soutien sur demande au CPTIC ou à un CP de son cégep. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer chez lui? Les rétroactions qu'il va faire, est-ce qu'elles valent l'investissement? Est-ce qu'elles vont donner des résultats du côté des étudiants? Donc, dans cette circonstance-là, il y a eu des choses qu'on n'a pas pu contrôler complètement. Notamment, donc, on avait, par exemple, les enseignants, on leur demandait de choisir 2 travaux qui avaient un potentiel de transfert. D'accord? Donc, par exemple, si les enseignants avaient un examen, puis ils me disaient, ben non, c'est un module, après avoir fini ce module-là, on ne retouche plus à cette matière-là, mais on leur demandait évidemment de ne pas prendre ce genre d'évaluation-là. On voulait que l'étudiant, les rétroactions, il y ait quelque chose qu'il pouvait retirer de ça pour investir dans les futures évaluations.
Par contre, on s'est très vite rendu compte que c'était totalement impossible de mesurer dans quelle part, à quel point, quel pourcentage de transfert était possible dans les différentes évaluations. Donc ça, c'est un premier élément qui n'a pas pu être contrôlé. Le deuxième élément qui n'a pas pu être contrôlé, en fait, c'est que la rétroaction multitype repose sur l'idée que l'enseignant va juger avec son sens critique à lui du type de rétroaction qui est le plus approprié pour répondre à certains problèmes. Donc, si on avait demandé à tous les enseignants d'utiliser dans chaque copie les mêmes types de rétroaction, en fait, on serait trop sorti d'un contexte authentique. Et parce que aussi la méthode multitype repose sur cette idée que, par exemple, l'enseignant, avec son jugement professionnel, va se dire, par exemple, qu'un étudiant dyslexique pourrait beaucoup bénéficier d'une capsule audio, alors que tel autre étudiant qui a un problème parce qu'il n'a pas compris la matière pourrait mettre un lien hypertexte vers plus de contenu, ou donc chaque problème a une solution particulière, donc on ne voulait pas imposer. On a par contre imposé évidemment aux enseignants, ils devaient quand même faire du multitype, donc sur chaque copie, il devait y avoir au moins 3 sortes de rétroactions différentes, 3 types, pour qu'on soit vraiment dans du multitype, mais ça restait au bon jugement de l'enseignant. Et en fait, ça reproduisait finalement donc, le jugement qu'un enseignant pourrait avoir dans la réalité s'il essaie de faire le multitype. Donc voilà, donc cette perspective pragmatiste-là, on l'a toujours eu à cœur. On voulait vraiment s'assurer de donner un portrait transférable avec les résultats de notre recherche, de ce qui allait se passer potentiellement si quelqu'un essayait cette méthode-là de sa propre initiative. Donc, au niveau des collectes de données qu'on a prises, quantitatives et qualitatives, quantitatives surtout avec les étudiants, évidemment, mais on est quand même allé chercher différentes sources. Donc, oui, les élèves, mais aussi les enseignants et moi aussi, qui prenaient des notes, qui observaient sur le terrain à différents moments de l'expérimentation pour essayer de faire justement de la triangulation et valider les données qui étaient données par un et par l'autre des sources. Donc, voilà. Éric? Donc, pour certains détails concernant la méthodologie, donc vous avez là les participants. Donc, comme ça a été mentionné, on a eu 14 enseignants qui ont joué le jeu de notre recherche. Ces enseignants-là représentent 9 disciplines. Je vais les énumérer rapidement. Littérature, philosophie, langue, psychologie, économie, chimie, mathématiques, administration, soins infirmiers. Donc, on a quand même quelque chose qui est assez diversifié, tant dans la formation générale que la formation préuniversitaire spécifique et technique. Donc, on peut aller chercher quand même des profils de profs assez différents. Ces profs enseignent dans 6 collèges, 3 collèges montréalais et 3 collèges hors Montréal. Donc, encore là, on est allé puiser un petit peu partout. Ces enseignants-là, comme Catherine l'a mentionné tout à l'heure, donc ils devaient avoir 2 groupes du même cours. Donc, ça donnait un total de 28 groupes d'étudiants. Et à l'intérieur de ces 28 groupes-là, il y a 792 étudiants qui ont participé à la recherche en complétant, eux, des questionnaires. Donc, 14 groupes dits témoins et 14 groupes expérimentaux. Les outils de collecte de données, ils n'apparaissent pas tous là. Je vais ajouter des petits trucs. D'abord, il y a eu à la fin de l'expérimentation, donc au terme là, des 2 phases de correction et de rétroaction, les enseignants ont participé à un entretien semi-dirigé, donc qui avait pour but là, de revenir sur l'expérimentation, discuter des effets, l'évaluation, etc. Aussi, on a demandé, après chaque phase de correction et de rétroaction, les professeurs participants devaient compléter un journal de bord, donc pour recueillir leur impression, documenter certaines difficultés, les avantages qu'ils attribuaient à la rétroaction multitype, etc., et la comparaison entre les 2 méthodes. On a demandé aussi, là, dans les collectes de données, à chacun des 14 enseignants de minuter leur temps de correction pour chacune des copies qu'ils corrigeaient là, pour leurs étudiants. Donc, pour les 2 phases, donc ça nous a permis, là, comme on le voyait tout à l'heure sur l'un des objectifs spécifiques, de vraiment bien documenter le temps de correction là, du multitype par rapport à la correction dite traditionnelle.
Aussi, Catherine en a parlé, donc elle a tenu un journal de pratique de recherche tout au long de la recherche qui a été riche en informations, qui nous a permis de bien travailler. Là, on va vous en parler un petit peu plus tard, là, des profils de profs qu'on a élaborés là, pour procéder à certaines analyses. Et les étudiants, eux, ont participant aussi très important, ont quand même répondu à 2 questionnaires auto-administrés au cours de la recherche. Et je vous donne là, sur la prochaine diapo plus de renseignements là-dessus. Donc, les questionnaires et les données recueillies auprès des étudiants, donc on a recueilli auprès d'eux d'abord à peu près autour de la 5e semaine de la session où se déroulait la collecte de données. Donc, on s'est organisé pour commencer la collecte de données par questionnaire tout juste après là, la date butoir d'abandon des cours sans mention d'échec. Donc, on s'assurait que les étudiants étaient bien inscrits dans le cours. On est allé rencontrer les 28 groupes d'étudiants, d'abord pour leur présenter la recherche, donc comme il faut, et aussi leur demander de compléter un premier questionnaire qui avait pour but de recueillir des données sociodémographiques sur eux et aussi prendre une mesure de la motivation qu'ils éprouvaient à l'égard du cours dans lequel ils étaient inscrits et qui faisait partie de la collecte de données. Nous sommes retournés une deuxième fois rencontrer les étudiants à la fin de la session pour ici leur demander de compléter le questionnaire qui était constitué de nos 3 instruments de mesure d'appréciation des rétroactions, donc sur le contenu, l'utilité et la différenciation. Et il y avait un espace aussi pour mettre des commentaires là, qui ont été utiles aussi dans certaines analyses. Et aussi, si on voulait évaluer la performance et la réussite du cours par rapport au type de rétroaction reçue, on a demandé aux étudiants, donc avec leur consentement, on a obtenu la note finale qu'ils ont eue au cours qui était visé par l'expérimentation. Et on a demandé aussi d'avoir accès à leur moyenne générale au secondaire, qui, comme vous le savez, est toujours une donnée qu'on doit mettre en relation là, quand on veut étudier là, la performance, la persévérance aux études collégiales. Impressionnant, impressionnant. Hein? Excusez? Impressionnant, oui. Ça a été beaucoup de travail. Oui. Donc, juste pour terminer, en fait, la mise en contexte un peu de la méthodologie. Donc, puis après, je regardais s'il y a des questions. Donc, au niveau du terrain, comme je l'ai dit, c'était quand même assez complexe, mais la réalité est toujours complexe. Donc, on avait des enseignants qui avaient évidemment donc, des disciplines différentes. Les évaluations qu'ils ont choisies pour utiliser la rétroaction multitype étaient très diverses aussi. Certains avaient des travaux sur Excel, d'autres des examens, des questionnaires à développement, d'autres des rédactions. Donc, il y avait beaucoup de différences. Sur le terrain aussi, on s'est rendu compte qu'on avait affaire, bon, oui, à 14 participants qui étaient intéressés par le sujet, évidemment, puisqu'ils acceptaient de faire de manière volontaire et gratuite cette expérience-là, mais donc quand même 14 personnes qui avaient vraiment un rapport à la rétroaction ou aux technologies qui étaient différents, qui leur étaient propres. Donc, il y avait quand même beaucoup de dimensions qu'on s'est rendu compte qu'on devait essayer de traiter, de prendre en compte. Donc, la recherche se déroulait dans cette séquence-là. On avait une formation. Comme je l'ai dit, on s'en est tenu à une formation qui serait envisageable dans le cadre d'une journée pédagogique. La formation visait vraiment à faire une sorte de, si j'ose dire, une mise à niveau sur la rétroaction, d'une part, pour qu'il y ait quand même une petite base. Là. Donc, on montrait des données de la recherche sur les types de rétroaction qui sont apparemment efficaces, inefficaces, voire nuisibles. On montrait aussi aux enseignants les différents freins et obstacles qui vont faire en sorte qu'un étudiant a de la difficulté à prendre en compte et à transférer les rétroactions, donc des barrières cognitives parfois, mais aussi conceptuelles, métacognitives, affectives. Et par la suite, on présentait un peu aux enseignants les différentes dimensions à prendre en compte lorsqu'ils font une rétroaction multitype. Donc, si je pouvais représenter par ce petit schéma, donc en fait, c'est que, premièrement, il y a le mode, évidemment, avec le numérique. On peut évidemment utiliser le visuel, mais on peut utiliser aussi l'oral ou le bimodal, donc oral et visuel. Il y a le degré de visibilité, donc l'étudiant peut voir en ouvrant sa copie qu'il y a déjà des traces ou de l'écrit, mais dans certains cas, on peut voir seulement un petit icône qui représente un commentaire plus large quand on l'ouvre. Donc, le degré de visibilité aussi est à prendre en compte.
La provenance, parce qu'avec les liens hypertextes, oui, les commentaires peuvent venir de nous comme enseignants, mais on peut aussi les référer à des sources externes. Degré de personnalisation, on peut faire un commentaire personnel élaboré, mais on peut aussi utiliser des banques de commentaires préformatées. Donc, autre possibilité. Et le degré d'explicitation allant évidemment de la croix ou du crochet à de longs commentaires très, très explicites. Et en fait, ce qu'on expliquait un peu aux enseignants, c'est que dans le multitype, il faut faire en quelque part un choix constant entre toutes ces dimensions-là. Et en toute logique, ces choix-là vont être déterminés par l'objectif qu'on a en faisant la rétroaction et la teneur de la rétroaction. Donc, est-ce que c'est l'objectif? C'est de justifier la note de l'élève? Est-ce que c'est de lui enseigner quelque chose? Est-ce que c'est de l'encourager au niveau affectif? Et au niveau de la teneur, encore là, est-ce qu'on veut donner des informations? Est-ce qu'on veut donner une procédure? Donc, là aussi, il y avait des choses qui allaient déterminer un peu là, les choix des enseignants. Donc, en fait, choix qu'on n'a souvent pas autant à l'écrit parce que, bon, on est limité par la page qui a une grandeur déterminée. Donc, voilà. Et le questionnaire était donc donné, comme disait Éric, avant que l'étudiant reçoive, autour de la semaine 5, là, avant qu'il ait reçu sa première rétroaction multitype dans le groupe expérimental. Les enseignants corrigeaient 2 travaux, faisaient un journal de bord qui n'était pas très long, là, après chacune des phases de correction. Et finalement, les étudiants faisaient un questionnaire 2 quand ils avaient reçu leurs 2 travaux avec la rétroaction. Et il y avait une entrevue finale. Comme je l'ai dit, les consignes données aux enseignants, bon, ils avaient les informations sur les types de rétroaction qui étaient recommandés ou non de faire, mais ils avaient évidemment toute latitude pour corriger comme ils le souhaitaient. On leur demandait seulement d'utiliser vraiment du multitype, donc plusieurs types, minimum 3 types de rétroaction sur les copies. Et au contraire, dans leur groupe témoin, d'utiliser de l'unitype. Donc voilà. Et finalement, tout ça allait se clôturer avec une entrevue finale qui était donnée. Généralement, ça a été fait en janvier, là, généralement, là, donc une fois que tout avait été terminé. Donc, avant de passer aux résultats, est-ce qu'il y a des questions déjà? Je ne sais pas, Nicole? Là, Tout est tellement clair qu'il y a peu de questions. Il y en a une qui demande à Catherine quel outil vous utilisez pour insérer des capsules audio. Quel était le logiciel que vous nous avez montré il y a maintenant là, une vingtaine de minutes? Oui. En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'outils d'annotation qui existent qui permettent de faire de la rétroaction multitype. Moi, quand j'avais fait mon expérimentation en 2015, j'avais utilisé iAnnotate. D'ailleurs, à la fin là, de la présentation, il y a des diapos où je montre concrètement, là, je donne des noms d'applications qu'on peut utiliser. Durant le projet de recherche, encore là, au début, on avait, bon, quand j'étais naïve, par rapport à tout ça, quand j'ai commencé le projet de recherche, je pensais d'abord que tous les enseignants allaient utiliser la même application. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que, premièrement, ils n'avaient pas le même matériel. Les cégeps ne donnent pas tous le même matériel. Certains voulaient absolument corriger de manière manuscrite, alors que pour d'autres, ce n'était vraiment pas nécessaire. Donc, pour certains, ils voulaient utiliser leur ordinateur, pour d'autres, des tablettes. Et certains avaient des Mac, d'autres des PC. Et les applications, selon que vous êtes sur macOS ou Windows, ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, il a fallu faire beaucoup d'exploration. Et dans le cadre de la recherche, je vous dirais qu'une majorité d'enseignants a utilisé Acrobat Reader DC. Plusieurs enseignants qui ont corrigé sur une tablette ont utilisé PDF Expert. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, cette session. Le PDF Expert, c'est vraiment mon coup de cœur. Mais il y a eu des enseignants qui ont corrigé avec Word, il y a eu des enseignants qui ont corrigé avec OneNote. C'est possible de faire du multitype avec Notability, avec beaucoup d'applications qui existent. Okay? Il faut vraiment juger là, selon le matériel qu'on a et tout cela. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question, mais en fait, elle me concerne plus que vous. C'est quelqu'un qui demande si les webinaires vont être accessibles en mode rediffusion, tous les webinaires, même ceux auxquels on n'est pas inscrit. Oui, et ça va être accessible sur le site de la QPC quand la refonte du site aura été effectuée. Alors, pour le moment, ce sont les seules questions qui ont été posées, mais j'ai bien hâte de voir la suite de votre présentation.
Bon, donc, on va y aller avec les retombées qu'on a pu observer au multitype chez les étudiants et les enseignants. Ça devrait en rendre quelques-uns curieux parce que justement, l'article paru dans Pédagogie collégiale concernait les enseignants. On ne donnait pas beaucoup d'informations sur les étudiants, donc vous allez avoir un scoop, si l'on peut dire. Éric, je te laisse commenter. Oui. Donc, première chose, premier résultat qu'on veut vous présenter concerne l'appréciation des rétroactions dont on vous a parlé tout à l'heure, donc les 3 dimensions. Donc, les étudiants qui reçoivent des rétroactions multiples expriment des niveaux, des degrés plus élevés de satisfaction à l'égard des rétroactions reçues, et ça pour les 3 dimensions qu'on a mesurées. Donc, bonne nouvelle, le multitype semble amener une satisfaction plus élevée des rétroactions. Mais ce qui est intéressant plutôt à regarder, c'est que, bon, bien entendu, quand on faisait nos analyses, on incluait d'autres variables dans nos modèles d'analyse. On ne faisait pas juste comparer groupes témoins et groupes expérimentaux. Donc, on considérait d'autres variables comme le sexe et, bien entendu, la moyenne générale au secondaire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, la figure qui suit vous montre ici. Donc, je vais prendre le temps ici d'expliquer cette figure-là pour bien vous situer. Et après ça, pour les autres figures, vous allez peut-être être plus en même de repérer facilement les éléments. Donc, ici, on a l'appréciation, le niveau d'appréciation exprimé par les étudiants à l'égard des rétroactions. Ici, la figure qui vous est présentée, c'est la somme des trois dimensions mesurées. Si vous allez voir, par exemple, dans notre rapport de recherche, vous allez voir que les 3 figures seraient quasi identiques. Donc, c'est le même résultat, peu importe que ce soit l'utilité, le contenu ou la différenciation. Donc, vous avez donc à gauche donc l'appréciation des rétroactions et vous avez en bas les étudiants qui sont séparés en 3 groupes. Donc, à gauche, les étudiants qui ont une MGS inférieure à 70 %. Dans le centre, donc les 2 points du centre, les étudiants qui ont des MGS de 70 à 80. Et à droite, donc, les 2 points, les étudiants qui ont des MGS de 80 % et plus. Et vous avez la courbe rouge qui montre les étudiants des groupes multitypes expérimentaux et la droite bleue, les étudiants des groupes témoins. Donc, évidemment, ici, on voit que les étudiants qui ont des MGS plus faibles apprécient, donc on exprime des niveaux d'appréciation plus élevés que les étudiants qui ont des MGS, donc de 80 % et plus. Donc, ça leur semble plus utile par rapport à ceux des groupes témoins. Le contenu est davantage apprécié. Ils y perçoivent un caractère différencié plus grand probablement. Ça peut s'expliquer probablement, donc on a peut-être deux grandes pistes d'explication là. Donc d'abord, peut-être que les étudiants qui ont des MGS plus faibles sont des étudiants plus faibles au collégial, donc peut-être avec des besoins plus spécifiques et donc de recevoir une rétroaction plus détaillée, plus pas à pas par endroit. Donc, bien entendu, ils vont éprouver plus de satisfaction à cet égard-là. D'un autre côté, ben, on peut aussi supposer que les étudiants plus faibles vont davantage recevoir de commentaires sur leur copie, donc davantage de rétroactions que les étudiants plus forts. Et ça, on l'a remarqué pour certains profs, par exemple, quand on leur demandait de chronométrer le temps de correction. Parfois, ils nous indiquaient un temps de correction très, très court pour une copie. Et à côté, ils prenaient la peine de marquer, c'était copie parfaite. Donc, c'était un étudiant qui avait bien réussi pour être un étudiant fort, etc. Donc, les étudiants qui réussissent bien ont peut-être reçoivent moins de commentaires. Et ici, ben, ça nous a amené à réfléchir peut-être aussi que de recevoir les commentaires par voie numérique, plus détaillé, etc., ben, ça rendait peut-être plus attrayant et plus satisfaisant le fait de prendre connaissance de tous les commentaires au lieu de regarder peut-être des commentaires écrits en rouge, en tout petit, dans des marges, sur une feuille de papier. Donc, mais de manière générale, retenons que les étudiants plus faibles apprécient davantage les rétroactions. Éric, il y a quelqu'un de France qui demande ce que c'est que la MGS. Oh, la moyenne générale au secondaire. Donc, ça témoigne de la force finalement de l'étudiant dans son parcours d'études secondaires. Donc, il est souvent utilisé au collégial pour évaluer la réussite, la persévérance, etc. C'est un fort prédicteur de réussite et de persévérance au collégial. Donc, on l'a appliqué dans toutes nos mesures. D'autres questions?
Oui, il y en a d'autres questions qui sont posées. Bon, il y en a une qui pose justement sur le contenu en tant que tel. Au sujet, et la personne, Stéphane, dit « Je me questionne au sujet de la qualité des rétroactions données par les enseignants. Votre recherche était-elle davantage axée sur la quantité de rétroactions ou sur la qualité des rétroactions? » Elle était en fait axée, on pourrait dire, sur le jugement des enseignants. Donc, ils n'avaient pas de contraintes quant à la quantité ou à la qualité. Ils avaient eu une formation où, par exemple, on leur mentionnait que les rétroactions en trop grand nombre, ça avait été prouvé par la recherche, avaient même un effet nuisible sur l'apprentissage. Donc, ils étaient informés de cela. Par ailleurs, ils étaient informés des types de rétroactions qui étaient plus constructifs lors de la formation. Mais ce qu'ils en ont fait, ça dépendait vraiment de leur jugement. Donc, oui, les enseignants on a discuté dans les entrevues de quel type de rétroaction avait été donné, en quelle quantité. Il y a eu des vérifications aussi qui ont été faites. Donc, dans les profils de professeurs qu'on a dressés, ça a été effectivement une chose qui a été regardée. On a regardé, par exemple, les enseignants qui avaient eu une tendance à donner beaucoup de rétroactions, par exemple, en donnant des ressources, alors que d'autres avaient donné plutôt des procédures. Donc, oui, on a pris en compte la qualité, je ne sais pas si on peut dire la qualité, mais la teneur, en tout cas, le type de rétroaction. Mais les enseignants, donc, c'était à laisser à leur bon jugement, justement parce qu'on voulait voir dans un contexte où les enseignants utilisaient ce jugement, est-ce que la rétroaction multitype pouvait être utile? Ça répond à la question, j'espère. Donc, est-ce qu'il y avait Une d'autres autre question aussi, c'est Marie Ménard qui pose la question. Quelles sont vos explications en ce qui concerne la ligne bleue qui monte avec la MGS? La ligne bleue qui monte avec les... Excusez. Oui, c'est la figure précédente. Éric? En fait, ici, il n'y a pas de différence significative. Donc, vous pourriez considérer qu'il n'y a pas, par exemple, oui, chez les étudiants de moins de 70% sur la MGS, ils expriment un niveau de satisfaction qui semble moins élevé que les étudiants à 80% et plus, mais il n'y a pas de différence significative sur le plan statistique. Donc, l'interaction se voit vraiment là entre les groupes expérimentaux et les groupes témoins. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur l'audio. Je vais en parler à la fin. Oui, je vais parler à la fin des merveilleux bugs d'Acrobat Reader et tout cela. Je vais vous donner des solutions et, et vous parler de la chose. À part ce commentaire-là, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ben, il y a quelqu'un qui pose la question s'il y a un résumé ou un lien vers la formation qui avait été donnée aux enseignants en début de cheminement, donc en début de projet, j'imagine. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, moi, j'avais fait personnellement la formation à tous les enseignants. J'étais avec eux et je leur transmettais le PowerPoint qu'on avait utilisé pour la formation à la suite de ma rencontre avec eux. Donc, ils ont tous eu cette rétroaction, cette formation-là. Là, je peux le confirmer. J'étais avec eux quand je l'ai donné. Donc, ils y avaient accès aux notes par la suite. OK. Il y a d'autres questions qui s'ajoutent. C'est fort intéressant. On peut en prendre une dernière, mais après, on va comme essayer de finir au moins les résultats quantitatifs avant d'en prendre. Alors, une dernière question. Je pense que les participants peuvent attendre un peu. On va vous laisser présenter, quitte à ce que d'autres questions s'ajoutent par la suite. Alors, on va vous laisser continuer, puis on reviendra aux questions après. Parfait. Éric, je te laisse continuer. Oui. Donc, une autre chose, bien entendu, qu'on voulait évaluer, est-ce que la rétroaction multitype a une influence sur la réussite du cours ou sur la performance? Donc, en d'autres mots, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça contribue à la réussite de l'étudiant? De manière générale, la réponse est non. Okay? Donc, selon nos résultats, le tableau que vous voyez là, compare finalement la réussite au cours. Donc, réussite ou échec. Et on voit que peu importe que les étudiants se retrouvent dans un groupe unitype traditionnel ou un groupe multitype, ils ont réussi pour l'ensemble de l'échantillon dans des proportions quasiment équivalentes, le cours, etc. Donc, il n'y a pas de différence observable. On a regardé aussi sur ce qu'on a appelé la performance au cours, donc sur la note finale obtenue. On n'observe pas non plus de différence entre les groupes témoins et les groupes expérimentaux. Et on espérait,
par rapport aux résultats sur l'appréciation des rétroactions, on se disait peut-être que les étudiants avec une MGS plus faible vont tirer profit de ça. Ils vont peut-être mieux réussir dans le cours. Donc, quand on regarde uniquement les variables qui concernent les étudiants, il n'y a aucune interaction qui permet de voir que les étudiants des groupes multitypes vont se distinguer des autres étudiants. Et ce qui est important à mentionner ici, c'est qu'on a contrôlé aussi toutes les analyses de la réussite par rapport au MGS, justement, des étudiants. Donc, on ne voulait pas se ramasser avec des groupes, par exemple, multitypes, avec des étudiants avec des MGS très fortes, etc. Donc, on a contrôlé tous les groupes pour chacun des professeurs, donc ils sont équivalents. Et aussi sur le niveau de motivation exprimé au début de la session. Hein, vous vous rappelez, on a pris une mesure de la motivation au début de la session et on a comparé les étudiants, les groupes témoins et les groupes expérimentaux et ils sont tous équivalents aussi. Donc, sur le plan sur la réussite et la performance, il faut aller voir ailleurs pour trouver des résultats qui sont significatifs. Juste pour vérifier, j'ai eu un petit blocage avec mon ordinateur. Est-ce que maintenant, on est revenu en mode diaporama? Tout le monde voit le diaporama? Moi, je le vois. Oui. C'est bon? OK, parfait. Donc. Parfait. Donc, comme je vous disais, ça n'a pas d'influence sur la réussite ni la performance, mais il y a des interactions qui sont observables si on considère les profils de profs. Oui, donc, en fait, comme je vous ai dit, chaque enseignant était vraiment un cas en soi et on a essayé de faire des regroupements de cas, justement, selon certains paramètres. Donc, il y a eu plusieurs choses qu'on a regardées, la conception que les enseignants avaient de l'erreur, le fait qu'ils aient verbalisé avoir beaucoup aimé l'expérimentation, selon le type de rétroaction qu'ils avaient utilisé. Donc, s'ils disaient qu'ils avaient utilisé de l'audio ou, par exemple, plus des banques de commentaires préformatées. On a regardé également les enseignants, on a regardé vraiment beaucoup de profils d'enseignants, justement, selon toutes sortes de dimensions conceptuelles, plutôt appliquées au type de rétroaction donnée. Et ça nous a permis, justement, ces catégorisations-là, de faire des regroupements qui ont permis d'observer des variations à ce moment-là entre les groupes témoins et expérimentaux. Donc, le premier résultat qu'on veut vous présenter par rapport au profil de prof concerne la performance des étudiants au cours, selon la pédagogie de l'erreur que Catherine vient d'évoquer. Donc, lors des entretiens, il y a des profs qui ont exprimé certaines conceptions qu'on peut associer à une pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire que les profs vont se servir des erreurs des étudiants comme tremplin pour enseigner. Ils vont concevoir la rétroaction comme une manière de poursuivre leur enseignement en se servant des erreurs, des fautes des étudiants pour continuer à leur fournir des explications et leur donner des trucs, etc. Et là, on a divisé nos profs en deux catégories. Donc, des profs où on avait perçu que ces professeurs-là voyaient le multitype comme un outil qui permettait une pédagogie de l'erreur et qui l'ont exprimé, et d'autres profs qui n'ont pas perçu ça et qui ne l'ont pas fait. Et encore là, on a les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc, on voit que pour les profs à gauche, donc ceux qui ont perçu le multitype comme qui permet une occasion pour un tremplin pour travailler selon une pédagogie de l'erreur, on voit que leurs étudiants ont eu des résultats plus élevés que leurs étudiants des groupes témoins. Donc, la différence, elle est significative. Donc, c'est ceux qui ont perçu cet outil-là qui a amené leurs étudiants à mieux réussir. Donc, ils ont pu s'en servir, là, le multitype a servi de tremplin là-dedans. Oui. Ensuite, tu veux ajouter quelque chose? Ben oui, je voulais juste ajouter que justement, ça, c'est une chose qu'on s'est rendu compte dans les formations au début, justement, que certains enseignants n'avaient même pas... donc, on a eu 4 enseignants qui, pour eux, ont vraiment verbalisé que c'était une sorte de révélation, l'idée que les rétroactions dans les copies pouvaient servir à enseigner. Donc, beaucoup voyaient vraiment ça plus comme une manière d'expliquer la note des étudiants. Donc, déjà, ça... les enseignants qui, à la fin du projet, c'est ça, ceux qu'on a mis dans la catégorie qui avaient développé une pédagogie de l'erreur, pour eux, c'était un peu une sorte de découverte. C'est qui vraiment, là, ils se disaient, pour une fois, j'ai l'impression que quand je corrige, ben,
j'enseigne. Donc, ça avait été vraiment une chose qui avait été perçue. Alors que pour beaucoup d'autres enseignants, quand on parlait des rétroactions, ben, ce qu'ils verbalisaient, c'était davantage que ils avaient en fait un peu transféré ce qu'ils faisaient à l'écrit en utilisant le multitype. Mais finalement, bon, la différence, c'était qu'à la place d'écrire 3 mots dans une marge, ben, ils allaient avoir utilisé un tampon qui avait 3 mots, par exemple, une sorte d'image collée. Mais là, quand on s'est rendu compte que justement, ce transfert-là, en fait, alourdissait plutôt le processus de correction sans forcément aider davantage les étudiants. Alors que, bon, on va y revenir justement là, avec la prochaine diapo, il y avait des types de commentaires qu'il est presque impossible de faire quand on travaille à la main qui devenaient possibles avec le multitype. Et donc, je laisse Éric continuer là-dessus. Et là, ça devenait possible et ici, on voit un résultat sur l'appréciation des rétroactions. Là, vous allez voir, il y a 3 diapos là, que Catherine va pouvoir éventuellement défiler là, tranquillement. Donc, il y en a une sur le contenu, l'autre sur la différenciation et, voyons, l'utilité. Bon, ça m'échappait. Donc, les figures sont un peu différentes, mais le résultat est toujours le même finalement. Donc, la conclusion est toujours la même. Donc, sur l'appréciation des rétroactions reçues par les étudiants, selon le type de commentaires que les professeurs ont communiqué aux étudiants. Donc, on a divisé ici nos professeurs en deux catégories, donc selon ce profil. Donc, des professeurs qui ont transmis des commentaires qu'on a appelés prospectifs axés sur des stratégies procédurales constructives, c'est-à-dire qui ont fourni des commentaires aux étudiants qui leur permettent de transférer ce commentaire-là, le truc qu'on leur donne, etc., à une évaluation ou à une production ultérieure, etc. Donc, commentaires qui favorisent à quelque part l'autorégulation de l'étudiant. Et de l'autre côté, ben, des professeurs qui n'ont pas ou peu fait de ce type de commentaires-là, donc sur des commentaires là, prospectifs. Et encore une fois, on voit là, les 3 diapositives, on voit que ce sont les professeurs qui, des groupes expérimentaux multitypes, donc qui ont fait ce genre de commentaires-là, qui ont amené leurs étudiants à avoir une plus grande satisfaction à l'égard des rétroactions reçues. Donc, encore une fois, ici, c'est la plus-value que peut amener pour le professeur le multitype, donc, dans la manière de transmettre ses commentaires aux étudiants qui vont faire qu'ils vont davantage les apprécier et on peut supposer par la suite davantage les appliquer. Et ce que l'on peut comprendre là, par l'analyse puis Catherine pourra peut-être compléter, ce qu'on peut comprendre en partie, c'est que, bien entendu, le multitype ici devient une plus-value parce que ça donne au professeur peut-être l'espace et le temps nécessaires pour le faire. Donc, les professeurs à gauche, donc, qui ont fait des commentaires prospectifs, voudraient peut-être le faire avec des groupes témoins sur des copies écrites, mais ne trouvent peut-être pas l'espace ou l'outil nécessaire, par exemple, à insérer un commentaire audio ou écrire quelque chose de plus long, c'est servir d'une banque de commentaires, donc, et plus à même d'offrir une rétroaction probablement plus détaillée, donc qui va être davantage appréciée. Oui. Puis pour juste clarifier, prospectif implique projeter dans le futur. Donc, les enseignants qui avaient des commentaires prospectifs allaient souvent explicitement écrire ou dire dans le prochain travail, dans la future rédaction. Donc, ça, c'était formulé. Parce ce qu'on veut dire par stratégie procédurale, on est vraiment dans du métacognitif. Donc, on a regardé les enseignants qui avaient fait des rétroactions qui étaient plus, qui tenaient plus à fournir plus mettons, expliquer un concept mais ce n'est pas ça qui donnait des différences. Ce qui donnait des différences, c'est quand l'enseignant entrait en disant la prochaine fois, tu vas commencer par faire ça. Deuxième étape, tu vas faire ça. Donc, quand il y avait vraiment une sorte de procédure ou voilà comment tu pourrais faire un schéma ou voilà comment. Bon, donc, ça, c'était ce genre de commentaire-là qui a donné ces résultats-là. Et dans le fond, évidemment, les banques de commentaires préformatés, donc les enseignants faisaient parfois des commentaires comme ça, justement, dans un document annexe. Et là, ils avaient juste à le copier-coller au moment opportun. Donc, ça pouvait se faire très vite une fois que le commentaire générique était écrit. Ou oralement, encore là. Donc, en 30 secondes, on peut dire beaucoup de choses comparé à ce qu'on peut écrire en 30 secondes. Donc, ça aussi, c'était une des choses que les enseignants relevaient. C'était cette possibilité-là qu'offrait le multitype.
Donc, Éric? On revient pour un dernier résultat, je crois, sur la performance, un dernier résultat selon les profils de profs, mais ici qui concerne la performance au cours. Donc, selon la validation et l'accès aux rétroactions. En fait, lors des entretiens, il y a certains professeurs qui nous ont fait remarquer qu'il y avait plusieurs étudiants qui avaient de la difficulté liée avec l'aspect numérique du multitype et de la difficulté à accéder aux rétroactions. C'est des commentaires aussi qu'on a retrouvés sur les questionnaires des étudiants où certains ont dit je n'ai jamais pu entendre les commentaires de mon prof, j'ai jamais pu avoir accès à ceci, à cela, etc. Donc, là, on a regardé ce que les profs avaient fait. Et on a vu que certains profs avaient mis en place des interventions qui ont réussi, donc, d'une certaine manière, pour encadrer la consultation des rétroactions. Et ce qu'ils ont mis en place a bien réussi. Par exemple, ils ont amené les étudiants dans un laboratoire informatique pour leur dire, bon, ben, prenez connaissance des rétroactions. Et d'un autre côté, il y a un autre profil de prof qu'on a mis ensemble, en fait, deux profils, des profs, finalement, qui n'ont rien fait, ou d'autres qui ont tenté des interventions, mais qui n'ont pas nécessairement réussi de manière positive. Et là, on voit encore une fois les profs qui ont mis ces interventions-là en place et qui ont réussi, par rapport à leur groupe témoin, on voit que la note au cours est significativement différente, donc plus haute que ceux des groupes témoins. Donc, peut-être, bon, ça s'explique, peut-être, justement, il y a une démarche qui est entreprise par le professeur concrète pour dire, ben voici, tu dois prendre tu dois prendre connaissance de tes rétroactions. On prend un temps, on prend 15-20 minutes pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, peut-être chez certains étudiants, bon, ils ont réalisé le sérieux, l'importance de prendre connaissance de leurs rétroactions et justement, ils ont pu les réutiliser dans une évaluation future, etc., appliquer les commentaires là, qui ont été fournis par les professeurs, ce qui a amené peut-être une meilleure performance au cours. Pour juste situer ce qu'on veut dire, là, donc il y a eu deux types, en fait, principalement d'interventions. Il y a eu, évidemment, mettre en contact les étudiants directement avec un ordinateur. Dans certaines classes, il y en avait déjà un. Dans d'autres cas, les enseignants ont amené en laboratoire les étudiants pour les accompagner dans la prise en compte de la rétroaction. Et une autre intervention qui a été faite par au moins une ou deux enseignantes, si je me souviens bien, il faudrait que je vérifie mes notes, là, ça a été de demander un bilan de révision. Donc, les étudiants n'étaient pas forcément accompagnés en laboratoire, mais ils avaient quelque chose à remplir qu'ils devaient donner aux professeurs par la suite et où on leur demandait, bon, quels sont les points forts et les points faibles en regardant tes rétroactions, quels sont tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce que je te demande d'améliorer dans ta rétroaction audio, etc. Donc, c'est certain que là, les étudiants qui ne réussissaient peut-être pas à accéder aux rétroactions audio pour certaines raisons, ben, qui ne faisaient pas l'effort, ben là, ça devenait facile. Ils allaient contacter le prof qui leur réexpliquait la démarche qui avait déjà été expliquée et envoyée par courriel pour accéder aux rétroactions et qui donc pouvait les accompagner là-dedans. Ce qu'on veut dire par intervention non réussie, il y a un des professeurs qui a amené ses étudiants au laboratoire, mais il y avait un sondage Moodle, il y avait le choix de cours, je pense, que les étudiants devaient faire cette journée-là, ce qui faisait que les étudiants ne pouvaient pas accéder à leur session sans répondre au questionnaire. Donc, ça a complètement court-circuité tout le processus. Et je crois qu'il y a une autre enseignante elle a perdu à peu près la moitié de sa classe en chemin vers le laboratoire. Donc, on n'a pas considéré que tout le groupe avait pu vraiment être encadré dans les rétroactions. Donc voilà. Ça, c'est pour donner une petite idée là, de ce qu'on veut dire par intervention réussie ou non réussie. Cela dit, on se rend compte que finalement, que ce soit d'amener en laboratoire ou un simple bilan, mais bref, quelque chose qui va un peu donner la motivation nécessaire aux étudiants pour faire cet effort-là si quelque chose ne fonctionne pas pour avoir accès aux rétroactions, ça semble faire une vraie différence. Donc, avant d'arriver aux retombées pour les enseignants, là, on pourrait prendre quelques questions peut-être. D'accord. Alors, donc, il y a 6 questions. Le PDF, on y revient plus tard. Il y a une question de Yasmine qui demande, est-ce que vous considérez que les étudiants faibles sont plus nombreux que les étudiants forts au cégep qui pourraient profiter de ce type de rétroaction, que les étudiants les plus faibles, dont la MGS est la plus faible? Éric, je n'ai pas les données en tête pour l'ensemble du réseau,
mais quand même, les étudiants, je ne me rappelle pas par cœur, sûrement des gens dans la salle qui savent les donner mieux que moi, mais juste pour vous donner peut-être un ordre de grandeur, dans notre recherche, les étudiants avec une MGS plus faible, là, de moins de 70 ils constituent entre 20 et 25 là, de notre échantillon. Donc, c'est quand même une proportion, et selon nos résultats, si on regarde les étudiants avec une MGS de 70 à 80 donc quand même une très bonne proportion là, des étudiants à l'ordre collégial qui peuvent peut-être profiter davantage, ou du moins davantage apprécier les rétroactions reçues. D'accord, j'espère que Yasmine, vous avez eu réponse à votre question. Il y a Stéphane qui demande quel était le délai entre la remise des travaux par les étudiants et la rétroaction qu'ils recevaient. J'imagine qu'on veut dire le moment où ils recevaient la rétroaction. Oui. C'était très variable, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a des enseignants qui avaient des examens et d'autres qui avaient des rédactions. Donc, évidemment, le délai n'était pas le même. Les enseignants étaient aussi au courant, mais je pense que ça, c'était un point qu'ils savaient déjà, que plus vite la rétroaction arrivait, mieux c'était. Donc, ça a été variable. Ça n'a jamais été ça n'a jamais dépassé, d'après ce que je sais, à peu près, je pense que la limite dans la PIA de tous les collèges là, que j'avais vu était de 3 semaines. Dans certains cas, ça arrivait plus vite, dans d'autres cas, moins vite. C'était variable. Merci. Une question de Maude. Est-ce que les enseignants participants étaient libres de choisir dans lequel de leurs cours l'expérimentation aurait lieu, par exemple, un cours classe, un stage, un laboratoire? L'important, je pense, en tout cas, vous me corrigerez, c'est que ce soit le même cours qui soit donné tant au groupe témoin qu'au groupe expérimental, quel que soit le type de cours en tant que tel. Je vous laisse répondre, Catherine. Oui, tout à fait. C'est les enseignants qui choisissaient, mais ils devaient avoir 2 groupes auxquels ils donnaient le même cours. Donc, en fait, on a dû refuser beaucoup d'enseignants qui voulaient utiliser ça dans un contexte de stage, pour la simple raison que souvent, quand on a des stages, on n'a qu'un seul groupe. Donc, et comme on voulait vraiment avoir un groupe témoin expérimental, ça a limité les possibilités des gens, en tout cas, qui se sont proposés pour participer à la recherche. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, il y en a 2 autres. Est-ce que vous êtes prête à y répondre? Oui. Oui. Alors, une autre question de Stéphane. Est-ce que vous avez regardé si les rétroactions étaient directement reliées à un ou plusieurs critères de correction? Ou si les instruments d'évaluation de compétences étaient-ils généralement des tâches complexes? Est-ce que vous fonctionniez là, dans un contexte d'approche par compétences, finalement? Est-ce que c'était laissé ça au choix des enseignants? C'était laissé au jugement des enseignants. Donc, comme je vous ai dit, c'était vraiment... on aurait pu contrôler énormément le cadre. C'est certain qu'on aurait pu contrôler plus de paramètres, mais quand on commence à tomber là-dedans, on se rend compte qu'en fait, en faisant ça, on va juste réduire de plus en plus le nombre de profs participants et donc le nombre d'étudiants participants. Et à un moment donné, on n'a plus vraiment la possibilité d'avoir des données qui ont des portées statistiques. Et donc, c'est ça. Dans cette perspective-là, on s'est dit, ce qu'on va contrôler, c'est que les étudiants du groupe témoins expérimentaux sont dans un contexte équivalent. Mais par ailleurs, effectivement, il y a plein de choses qui sont laissées au jugement des enseignants. Donc, ça, oui, c'est effectivement une chose qui n'a pas été contrôlée, dans le sens où il y a des enseignants qui clairement fonctionnaient, quand j'y repense, là, avec des grilles, par exemple, descriptives, puis etc. Et d'autres enseignants qui, eux, ils faisaient des croix puis des crochets là, avant le début du projet de recherche. Donc, ça a parti de vraiment différents de toutes sortes de contextes, comme on en retrouve dans le milieu collégial, finalement. Donc, c'est assez représentatif. Merci. Une dernière question? J'ai 2 autres questions. Il y a 2 autres questions qui vont peut-être avoir des réponses durant la dernière présentation, la dernière partie de la présentation. Il y a Karine qui demande, j'ai de la difficulté à imaginer comment un enseignant procède quand il fait de la rétroaction multitype. Par exemple, dans une dissertation en français, doit-on partir d'un document Word, PDF? Qu'est-ce qui est le plus utile pour intégrer des commentaires écrits à la main audio, des commentaires prétapés, du surlignement? Puis là, on demande est-ce qu'il y a une démo éventuellement à laquelle là, elle pourrait assister. Et l'autre, c'est Réjeanne. Lors de la formation préalable, est-ce que des méthodes de suivi de rétroaction avaient été fournies ou suggérées par des profs? Et l'autre aussi que je trouve bien intéressante, c'est est-ce que les enseignants ont remarqué que les rétroactions multitypes améliorent ou renforcent
le lien entre l'enseignant et l'étudiant et ont une influence sur le climat de classe? 3 excellentes questions. Si tu veux, Catherine, je peux répondre à la dernière. Vas-y. Donc, on a pris une mesure de la perception de la relation avec l'enseignant auprès des étudiants et on n'a pas vu, sur le plan statistique, il n'y a pas de différence là, par rapport aux groupes multitypes et aux groupes unitypes traditionnels. Donc, et pour la question de l'influence sur le climat de classe, on n'a pas été capable d'évaluer ça. Ce n'était pas dans nos objectifs. Oui. Je me souviens plus c'était quoi la deuxième question. Je me souviens que la première question, c'était de comment ça fonctionnait. Bien, encore là, on a eu des contextes différents. Là, les enseignants de littérature faisaient presque tous faire leur rédaction à la main, en classe. Donc, eux, ils ont scanné leurs copies en PDF et les ont corrigées sur une tablette. Ils ont tous choisi ça parce qu'ils voulaient absolument corriger avec manuscrit, donc, et avec PDF Expert, en fait, par exemple, on corrige manuscrit, on peut entourer, on peut mettre des tampons, on peut cliquer pour faire une capsule audio. On travaille sur le PDF et on peut mettre toutes les choses. L'application permet cela. Les enseignants de philosophie leur ont fait faire les rédactions en classe. Là, je pense aux rédactions. Là. Et dans ce cas-là aussi, non pas en classe, à la maison, ou en tout cas, tous les enseignants qui faisaient faire ça à la maison, finalement, c'était des documents numériques. La plupart qui ont travaillé avec PDF Expert, donc, on demandait aux étudiants de remettre en format PDF les documents et ils corrigeaient à partir du PDF de cette façon-là. Okay. Je ne me souviens pas, c'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a des méthodes de suivi de rétroaction qui ont été fournies ou suggérées aux enseignants, donc des façons de faire des rétroactions multiples, c'est ça? On avait fortement encouragé les enseignants à amener les étudiants en laboratoire, à prendre ce temps-là, où justement le bilan de révision, ça avait été suggéré durant la formation, on avait donné des modèles, mais il y a des enseignants qui trouvaient ça trop compliqué ou se disaient, bien, ils sont au cégep, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, l'étudiant, on lui envoie un courriel, il a son lien à sa copie, qui est dans certains cas dans l'EA, dans d'autres cas avec un lien de téléchargement. Le problème, c'est que quand on ouvre très souvent un téléchargement, ça s'ouvre dans une page HTML qui ne voit pas certains commentaires écrits ou oraux. Donc, il faut vraiment ouvrir dans une application. Et ça, il y a des étudiants pour qui, il y a des étudiants qui ont carrément dit qu'ils ne savaient pas c'était quoi une application quand on a fait la recherche en 2018. Donc, bon, voilà. L'autre problème, c'est que les étudiants essayaient d'accéder à leur rétroaction avec leur cellulaire, qui amène un peu le même problème. Donc, il n'y avait pas de possibilité. Dès qu'on montrait aux étudiants comment faire, bien là, à ce moment-là, la fois d'après, ils savaient très bien comment procéder. Mais oui, on l'avait fortement suggéré. Et encore là, c'est le jugement professionnel des enseignants. Ils ont décidé de ne pas le faire pour toutes sortes de raisons. Donc, on va enchaîner parce qu'il reste peu de temps, puis je veux quand même brièvement, je vais aller rapidement parce que là, ceux qui seront intéressés à aller plus en profondeur, vous pourrez lire l'article dans Pédagogie collégiale qui a été publié. Donc, on a regardé les retombées pour les enseignants. Évidemment, il y a eu certaines retombées négatives, dont du stress et de l'anxiété liés aux technologies de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs un des constats de notre recherche qu'en 2018, on n'est clairement pas à l'ère numérique dans les cégeps. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, ça n'avait pas changé du tout. Ce n'était vraiment pas le cas. Donc, beaucoup d'enseignants ont vécu beaucoup de stress par rapport aux TIC. Et pas forcément parce qu'ils ont rencontré des problèmes. Donc, on a eu des enseignants qui ont rencontré des problèmes, mais qui n'ont jamais verbalisé avoir vécu de l'anxiété par rapport à différents problèmes rencontrés avec les technologies. D'autres n'en ont pas rencontré de problèmes, mais ont verbalisé avoir vécu beaucoup d'inquiétude à l'idée que quelque chose ne fonctionne pas et tout ça. Par ailleurs, il y a quand même eu des retombées positives très intéressantes. Il y a quand même 11 enseignants participants qui ont dit que ça leur avait vraiment permis un développement professionnel, une réflexion sur ce qu'ils faisaient dans cette part importante qui constitue quand même le métier d'enseignant, de corriger, de donner des rétroactions. Et 3 d'entre eux, je le mentionnais, ont vraiment exprimé ça comme étant comme une sorte de révélation, que enfin, quand je corrige, je vois différemment mon rôle, je me rends compte que je peux utiliser l'erreur pour enseigner. Et ça a été relevé par 3 des enseignants tout particulièrement.
Et donc, pour la viabilité du multitype, on a demandé aux enseignants, donc de leur point de vue, quels étaient les avantages et désavantages. On a eu beaucoup de commentaires, à peu près 171 commentaires. 55% des commentaires étaient liés à des avantages. Okay? Donc, d'abord pour les étudiants, les enseignants disaient ils voyaient vraiment qu'ils étaient capables de donner des informations plus riches. Ils trouvaient que le multitype offrait, en fait, le numérique, de manière générale, offrait plus de flexibilité aux étudiants pour regarder sa copie chez lui ou à d'autres endroits au moment où il le voulait. Il trouvait que ça permettait une meilleure qualité de révision de la rétroaction, puisque justement l'audio notamment force les étudiants à s'asseoir et à écouter un commentaire au lieu de, si l'expression employée, c'était scanner la copie là, en survol. Donc, ces enseignants ont dit avoir vraiment l'impression que ça favorisait l'apprentissage, notamment pour les plus faibles, et qu'ils avaient l'impression, eux, que ça leur avait permis d'intervenir au plan affectif. Du côté des étudiants, on n'a pas vu ça, mais les enseignants avaient ce sentiment-là, du moins avec leurs étudiants. Au niveau des désavantages, en fait, tous les désavantages qui sont revenus, ça a été que ça complexifiait l'accès aux rétroactions pour les étudiants qui n'avaient soit pas d'ordinateur, ce n'était pas la majorité, mais certains n'y avaient pas accès, et évidemment qui n'avaient pas les compétences numériques suffisantes. En ce qui a trait aux enseignants, il y a quand même eu, les désavantages ont l'air plus nombreux, mais il y a quand même, en termes de quantité de commentaires concernant des désavantages, c'était moindre. Si je commence par les avantages que les enseignants ont relevés, les enseignants ont beaucoup verbalisé dans les entrevues, avoir trouvé que le multitype rendait le processus de rétroaction plus agréable. Donc, il y a même des enseignants qui disaient que c'était comme ludique, c'était comme... Donc, juste ça, c'était quand même particulier. Est-ce que c'est un effet de la nouveauté? Ça serait à voir. Mais ce qui est beaucoup revenu aussi, c'était qu'ils avaient l'impression, les enseignants, d'être plus efficaces, d'être plus clairs, d'être un peu en relation avec l'étudiant dans ce processus-là et que ça rendait ça tellement plus agréable, d'être plus dans un mode on construit quelque chose que je te fais juste te dire que tu as fait une erreur. Donc, premièrement. Ensuite, beaucoup ont relevé que ça leur donnait l'impression de faire un produit plus professionnel. Donc, oui, évidemment, plus propre parce que ce n'est pas juste des marques sur la page, mais aussi, la banque de commentaires préformatés forçait les enseignants à donner peut-être des commentaires plus uniformes. Il y a une enseignante qui disait, quand je faisais des capsules audio, je me disais que je ne pouvais pas engueuler les jeunes, donc je me forçais à avoir une voix plus neutre. Puis je me suis rendu compte que peut-être que j'avais, dans certains de mes commentaires écrits, un ton un peu sec. Donc, il y a eu ça qui a été mentionné et le développement professionnel tel qu'on avait mentionné. Au niveau des avantages, ça pouvait complexifier l'acte de correction ou de révision avec les étudiants. Donc, encore là, on est lié aux TIC, compétences numériques insuffisantes ou manque de matériel. On était dans un contexte d'appropriation. Les enseignants n'avaient jamais essayé du multitype, donc des efforts supplémentaires sont nécessaires, évidemment. Un certain investissement de temps et, comme je l'ai mentionné, du stress et de l'anxiété. Ce qui nous amène à parler du temps, justement. Éric? Donc, oui, le temps de correction, justement, il y a une question qui était affichée par rapport à ça. En moyenne, pour les 14 participants de notre recherche, pour les deux phases de correction rétroaction, en moyenne, c'est 33% de temps supplémentaire que la rétroaction multitype a exigé. Mais ce n'est pas une tendance qui est unifiée. Ce n'est pas pour tout le monde que ça a été 33% de temps supplémentaire. Aussi, on n'est pas arrivé à identifier des critères, des éléments de mise en œuvre de la recherche, que ce soit par exemple le type d'application utilisée ou les modes de rétroaction davantage utilisés par un prof qui pouvaient allonger ou réduire le temps de correction. Donc, on n'est pas arrivé à une conclusion là-dessus. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas unifié, ce n'est pas une tendance pour tout le monde, parce que dès le premier essai, il y avait quand même 4 enseignants qui ont corrigé aussi vite avec la méthode multitype qu'avec la méthode traditionnelle. Et si ma mémoire est bonne, pour certains d'entre eux, ça a été, par exemple, plus long au deuxième, pour un ou deux d'entre eux, ça a été plus long au deuxième temps. Donc, ça varie beaucoup. Et au deuxième essai, le temps d'une enseignante a été 151% plus long avec le multitype, alors qu'un autre enseignant, ça l'a réduit de son temps de 23%. Donc, il faut avoir en tête que, bien entendu, avec
l'appropriation de la méthode multitype avec son effet, pas juste sur l'espace peut-être d'une session, mais sur 2, 3 sessions, où là, le professeur va se l'approprier, il va développer des trucs, il va bonifier aussi sa manière de fonctionner, sa banque de commentaires, etc. Et on peut peut-être espérer qu'avec le temps, bien entendu, il se retrouve avec des temps de correction qui sont comparables, tout en offrant, fort probablement avec la méthode multitype, là, une rétroaction qui va être peut-être de plus grande qualité et plus satisfaisante pour celui qui la reçoit et celui qui la donne également. Donc, c'est sûr qu'on s'est rendu compte aussi justement qu'il y a, par exemple, les capsules orales, il y a des enseignants qui étaient très mal à l'aise à faire ça. Ils pensaient aimer ça, mais quand ils ont commencé à les faire, bien là, ils bégayaient, ils arrêtaient la capsule, ils recommençaient. Donc, ce qu'on avait bien dit qu'il ne fallait pas faire, mais donc c'est l'apprentissage d'un nouveau média, c'est pas une petite chose. Et ça, c'est une des choses aussi qui a évidemment pu accroître grandement le temps. Il y a toutes sortes d'explications qu'on pourrait donner, mais vous voyez, l'enseignant qui a pris 23% de moins de temps dans la deuxième, lui, il avait pris 100% de temps dans la première phase de rétroaction. Il y a énormément de critères qui rentrent en ligne de compte, là, le type de rédaction notamment aussi, là, ou de travail évalué qui rentre dans tout ça. Donc là, on arrive vraiment vers la fin du webinaire. Donc, je vais passer très vite. Tout ça pour la viabilité. On a demandé aux enseignants s'ils pensaient que la méthode du multitype était viable. 50% des participants ont dit que selon eux, oui. Et même 6 ont dit « moi, je continue à corriger comme ça, c'est certain ». L'autre 50% ne s'est pas prononcé. 4 d'entre eux ont dit que même s'ils ne se prononçaient pas, si on leur montrait que ça pouvait être plus satisfaisant pour les étudiants ou aider la performance, ils seraient prêts à continuer à en faire. Mais les éléments qui compromettaient la viabilité, bien évidemment, bon, le manque de ressources matérielles technologiques, difficulté à trouver le temps de s'engager dans un processus. Il a été relevé aussi la culture départementale, donc notamment, il y a eu deux professeurs, ça a été très difficile parce qu'ils étaient dans un contexte où c'était des examens qui étaient donnés à chaque session, donc ils ne pouvaient pas choisir les examens qui auraient été les plus profitables pour les étudiants parce qu'évidemment, faire une copie numérique, ça implique de laisser cette copie numérique aux étudiants. Et comme c'était les mêmes évaluations qui étaient données de session en session, il y avait une règle départementale qui faisait qu'on ne pouvait pas utiliser ces évaluations-là pour faire des rétroactions qui étaient numériques. Et donc ça, c'est une des choses qui, évidemment, rendait le tout plus difficile. Catherine, oui. je me permets de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de questions. Et là, en fait, je me questionne sur l'activité On Jase, là où on passerait à une autre application, étant donné qu'il est déjà 13h45. Moi, ce que je vous propose, c'est que les gens qui veulent continuer à poser des questions, qui lèvent la main. Je pense que c'est possible de lever la main. Est-ce qu'un participant peut lever la main juste pour voir ce que ça donne? J'aimerais ça le voir. Oui, on levait la main. Alors, moi, je pourrais activer le micro de ces gens-là plutôt que de passer à une réunion Zoom, etc., etc. Ça devient compliqué. Peut-être que ça serait mieux que de changer. Oui, c'est ça. Alors, je vous laisse continuer, Catherine. Donc, de 15-20 minutes de plus, on va le passer sur cette plateforme-ci. Parfait. Bien, pour compléter, en fait, c'est l'absence de logiciel qui est spécifiquement fait pour ce genre de rétroaction-là. Donc, les logiciels, que ce soit iNotate, PDF Expert, tout ce que vous pourriez trouver de toute façon, là, c'est fait pour des entreprises. Et les entreprises, bien, dans une entreprise, on peut avoir un document à réviser qu'on va envoyer à un collègue. Et donc, le fait de devoir cliquer 3 fois pour changer la couleur d'un crayon ou le type de commentaire, ce n'est pas irritant sur une copie. En contexte de correction de masse, quand on a 100 étudiants et plus à corriger, là, ça peut devenir irritant. Par ailleurs, évidemment, c'est envoyé à des professionnels qui ont souvent, l'entreprise va fournir les ordinateurs, des ordinateurs similaires à tout le monde. Or, ce n'est pas ce qui se passe, évidemment, dans un contexte d'enseignement. Tous les étudiants ont potentiellement, à moins qu'on les amène en laboratoire, des outils différents. Donc, d'avoir un logiciel qui permettrait une rétroaction multitype qui serait plus facilement accessible pour les étudiants, ça serait évidemment un gros plus pour la viabilité du tout, même si c'est faisable indépendamment. Donc, les conditions pour favoriser l'appropriation, bien évidemment, une formation assortie d'un accompagnement, parce que beaucoup d'enseignants ont trouvé ça, même si on leur fournissait sur demande de l'aide, auraient peut-être pu bénéficier d'avoir un accompagnement de collègues, par exemple. Contexte d'expérimentation allégé.
les enseignants qui ont aimé faire du multiple, leur rétroaction a été plus appréciée. Donc, c'est certain que quand à un moment donné, l'anxiété est trop grande, ben, c'est peut-être pas la meilleure façon d'expérimenter. Donc, on suggérait, selon les enseignants aussi, ce qu'ils suggéraient, c'était un travail plus court ou d'équipe, donc quelque chose qui allait permettre, même si on donne un peu plus de temps, de ne pas créer de l'anxiété. Évidemment, un travail remis numériquement plutôt qu'à la main pour éviter de numériser les documents et une classe qui donnerait accès à des ordinateurs. Les participants, ce qu'ils avaient vraiment aimé, c'est pouvoir utiliser des traces manuscrites, mais la banque de commentaires et l'oral, c'était deux grands gagnants aussi là, dans les types de rétroaction qui ont vraiment été appréciés par les enseignants. Pour conclure, Éric? Oui, ben rapidement, en conclusion, peut-être juste un commentaire général. Donc, on a vu d'emblée que la rétroaction multitype amène pas une meilleure performance ou une réussite de l'étudiant, mais on a vu avec les commentaires des profs et aussi la satisfaction des étudiants, elle permet fort probablement de réaliser des rétroactions de meilleure qualité. Mais, comme on l'a vu, selon les profils de profs, à certaines conditions, hein. Donc, si elle est employée, la méthode multitype, en pensant aux bonnes caractéristiques d'une rétroaction, et encore plus si la rétroaction est pensée comme une manière d'enseigner, là, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le multitype va révéler son plein potentiel et être un tremplin là, pour amener les étudiants à davantage apprécier les rétroactions, s'en servir et peut-être éventuellement même mieux réussir. Oui. Au bout du compte, là, la rétroaction, c'est une communication pédagogique. Donc, c'est la qualité du pédagogue plus que de l'outil. L'outil permet des choses, mais là, c'est de voir si le pédagogue va exploiter ces possibilités-là. Ben, les limites de la recherche, les contraintes et la diversité du contexte, tous les enseignants qui avaient des différentes disciplines, des évaluations différentes. C'était une première expérimentation. J'aurais bien aimé faire une expérimentation avec des gens qui avaient fait du multitype depuis 2 ans, mais c'était évidemment pas possible. Donc, on a ce contexte-là. Et on s'est rendu compte aussi, puis je vais clore avec ça, qu'il y a des variables non considérées. On s'est rendu compte justement que, bon, par exemple, toutes les filles semblaient, quand on regardait pas toutes les filles, mais quand on regardait le portrait général, exemple, les filles semblaient systématiquement trouver que leur rétroaction était plus utile et appréciée et tout ça que les garçons. Et là, quand on regardait, moi, j'avais vu les rétroactions des enseignants et dans certains cas, je savais que les rétroactions, c'était des croix et des X. Et là, donc, on a commencé à réfléchir un peu comment expliquer que systématiquement, des groupes trouvent toujours plus utile la rétroaction. Et ça nous a amené à nous dire qu'il y avait probablement une conception de l'erreur et de la rétroaction aussi qui est à peu près jamais prise en compte dans les études sur le sujet. Donc, est-ce que l'étudiant croit que l'erreur, lui, c'est quelque chose qui peut l'aider à apprendre ou est-ce qu'il voit juste ça comme quelque chose qui est menaçant? C'est probablement une donnée qu'on n'a pas pensée, parce que d'ailleurs, ça n'a pas été pris en compte par les recherches qu'on a pu voir. On n'a pas considéré ça, mais probablement que ça a une influence effectivement sur l'efficacité des rétroactions qu'on donne. Donc, voilà. Et puis, ben là, en fait, je pense que je vais répondre aux questions, là, puis ça va probablement me permettre d'aborder les autres choses. Le PowerPoint, j'imagine, Nicole, il va être accessible. Oui, c'est ça. Les gens vont le recevoir cet après-midi. Je veux juste montrer que j'ai mis des trucs pratiques à la fin, là. Donc, si vous avez un iPad, voilà ce que je recommande. Si vous avez une tablette numérique ou un ordinateur PC, voilà ce que je recommande. Pour écouter, voilà ce que je recommande. Et des options, OK, pour si jamais, pour d'autres raisons, il y a des aspects qui ne marchent pas, voilà des options pour faire de la correction multitype. En tout cas, d'une autre façon, là, dépendant des contraintes qu'on a dans le contexte. Donc, voilà. Alors, allons-y Oui, avec... d'ailleurs, il y avait Karine qui disait que pour aider peut-être la lourdeur de la numérisation par les enseignants, demander aux étudiants de scanner eux-mêmes leur travail avec une application et de remettre la version numérique, une solution simple qu'elle propose. Oui. Il faudrait juste avoir cet outil-là en classe, parce que souvent, quand c'est fait à la main en classe, ben, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent chez eux avec la copie. Donc, il y a Marie-Pierre qui dit que c'est une super recherche que vous avez faite. Enfin, là, tout est entré dans le chat et ça va être envoyé aussi aux gens. Il y a donc 4 réponses dans le module de questions-réponses. Il y a 2 personnes, il y a une personne qui a levé la main. Alors, pour justement montrer qu'effectivement, qu'on peut utiliser l'audio, même si on est un participant, je vais laisser la parole à Angela, puis ensuite, on répondra aux questions et réponses qu'on trouve dans le module de questions et réponses.
Alors, Angela, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour Catherine et Éric, et merci beaucoup pour cette belle recherche. J'ai lu votre article et vous détaillez bien le deuxième constat qui porte sur la culture du collégial en matière de rétroaction formative. Donc, je pense que vous l'avez aussi bien expliqué tantôt, comme il y avait deux profils de professeurs. Mais ma question, c'est pourquoi, selon vous, il existe encore une forme de confusion, c'est comme ça que je l'appelle, confusion entre les pratiques d'évaluation pour faire apprendre et les pratiques d'évaluation qui concernent surtout la sanction des apprentissages. Et en part cette question de quels moyens à mettre en place pour aider ou accompagner les professeurs. Est-ce qu'ils devront tous participer à une recherche future avec vous? C'est beaucoup de travail. Je ne suis pas sûre que je vais me relancer là-dedans pour le collégial, mais écoutez, je pense que le problème de l'évaluation, il est pas juste au collégial, là. Il est dans tout le système de l'éducation où de plus en plus, on assimile la motivation. Pour motiver l'étudiant à faire un travail sérieusement, on met une note. À un moment où on se dit, ben, on veut qu'il fasse un effort, donc on va mettre une note. Donc, à un moment donné, on se retrouve veut pas, une évaluation certificative. En théorie, ça devrait arriver à la toute fin d'un processus. Là, le fait que l'évaluation arrive en cours de processus et que l'étudiant, parce qu'il en est rendu au tiers de son apprentissage et qu'il va avoir une note définitive quand même, qu'à ce tiers d'apprentissage-là, ben, il a eu 60%, par exemple, il n'avait pas acquis les attentes. Je pense que c'est des conceptions, c'est des paradigmes, c'est des conceptions qui sont pragmatiques au début. Je pense que les gens veulent motiver les étudiants à ne pas attendre à la dernière minute pour faire des efforts et tout ça, ce qui, dans le cas des premières sessions notamment, est en effet important. Après ça, je pense que souvent, les profs n'ont pas le temps de réfléchir à ça. Moi, quand j'ai fait la formation, les enseignants, ils se rendaient compte qu'ils ne s'étaient jamais assis. Ils avaient souvent parlé de comment évaluer. Ils parlaient avec leurs collègues, OK, comment tu fais, c'est quoi les critères, comment tu clarifies les choses. Mais là, leur demander, dans quel objectif? Il y en a qui se rendaient compte qu'ils n'avaient jamais pris le temps de réfléchir à ça. Donc, il y a peut-être aussi un manque de temps pour la pratique réflexive qui est là qu'il faudrait peut-être que les collèges mettent en place des... C'est une réflexion qui ne demande pas forcément de spécialiste, là. Juste des fois de discuter puis de prendre le temps de réfléchir, ça peut déjà amener à bouger plusieurs choses. Donc, ça serait ma réponse. Je ne sais pas si c'est une réponse complète, là, mais... Mais merci, ça donne déjà une piste justement par rapport à la pratique réflexive. Éric, est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ça? Non, ça va. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, Angela, puis au plaisir de vous rencontrer parce qu'en principe, vous animez un webinaire à la prochaine session sur l'évaluation par rapport à la créativité. On y reviendra. Est-ce qu'on parle de la question qui avait été posée à 13h pour l'histoire du PDF puis des commentaires audio, puis ensuite on pourra passer là, aux autres questions qui ne semblent pas fonctionner avec la nouvelle version? En fait, moi, j'enseignais cette session, alors j'ai fait des tests. Et là, je me suis rendu compte que mes étudiants n'arrivaient pas à avoir accès à leur capsule audio, donc j'ai eu un moment de panique. Et là, c'est ça, après avoir parlé avec mon CPTIC, on s'est rendu compte qu'il y avait un bug dans une version d'Acrobat Reader depuis début 2020. Et en plus, il y avait un bug dans une version de macOS. Donc, il y avait avec les Mac, il y avait un double problème et avec les PC, un autre problème qui a apparemment été réglé. Donc, vraiment très rapidement, là, juste pour vous donner c'est ça, une idée. Là. Ce matin encore, là, j'ai fait un test là, et avec cette version-là, j'ai mis le chiffre de la version exacte, 2020-013-264, qui est la dernière version d'Acrobat Reader DC. Ça fonctionne. Il y a aussi des mises à jour qui ont été faites sur Mac et PC dans les dernières semaines. Et moi, en tout cas, ce que j'ai fait comme test ce matin sur Mac et PC, ça fonctionnait. Mais c'est certain que tant qu'on travaille avec des applications diverses, on est à la merci
des mises à jour et des bugs potentiels qui peuvent venir avec. Moi, ce que j'ai fait cette session, comme je disais, il y a d'autres solutions. Moi, mes étudiants remettaient sur PDF dans Léa leurs travaux. Donc, je les corrigeais avec PDF Expert sur mon iPad. Et comme je travaille sur Teams, ben, en fait, je leur avais fait dans le bloc-notes de classe une section rétroaction. Puis là, il y a une page que c'est rétroaction sur la première rédaction. Puis je faisais mes capsules audio là-dessus parce que c'est des MP3. Et ça ne cause pas vraiment de difficultés d'écoute. Il y a toujours des solutions. C'est juste qu'il faut faire des tests pour bien s'assurer. C'est certain que si j'étais en présence, mais j'aurais facilement réglé mon problème en les amenant tous en laboratoire, en m'assurant que le conseiller éthique, que tous les ordinateurs avaient la bonne version. En contexte de pandémie, il faut avoir en tête que les étudiants n'ont pas tous le même matériel, donc il faut trouver des solutions plus simples pour résoudre tout ça. Merci. Il y a un commentaire de Réjeanne qui est dans le module de questions-réponses. J'ai un petit peu de difficulté à saisir le sens du commentaire. Je vais vous le lire, Catherine et Éric. Oui. Ceci n'est pas une question, mais un commentaire. Créer des stratégies pour s'assurer que l'étudiant lise les commentaires, donc la rétroaction, est une compétence que peut développer les enseignants. Après tout, pourquoi ne pas rendre plus efficace le temps passé à corriger? Oui, tout à fait. Ben, je pense que ça fait écho un petit peu là, aux résultats sur les commentaires émis par les profs. Et pour faire juste un petit pouce là-dessus, on n'est pas obligé de faire du multitype pour faire ça. Donc, s'assurer que moi, inspiré des résultats qu'on a vus à la dernière session, Catherine ne m'a pas encore converti au multitype. Donc, je ne me suis pas encore converti. Mais il y a des choses que j'ai appliquées en réfléchissant à la recherche. À la dernière session, en fournissant de rétroaction aux étudiants, une production qui allait mener à autre chose après, j'ai obligé à rester 15 minutes en classe et à identifier 2 éléments qui devaient absolument améliorer pour la prochaine production et de me remettre ça, un petit peu comme Catherine expliquait tout à l'heure de ce qu'un prof avait fait. Et ça a été merveilleux. Là. Donc, c'est rendre plus efficace le temps passé à corriger, oui, puis de le rendre efficace, de rendre la rétroaction encore plus efficace pour les étudiants. Donc, il y a plein de manières de faire ça. Le multitype peut en être un, mais c'est une compétence, effectivement, qu'on peut développer comme prof. Mais ça ne peut être là, cet apprentissage de ça ne peut être là que si on conçoit la rétroaction comme une manière d'apprendre. C'est ça. Si on fait nos évaluations d'une manière qui rend ça transférable concrètement. Donc, moi, il y a quand même eu 2 professeurs qui ont dû se creuser la tête pour voir laquelle de leurs évaluations avait un potentiel de transfert. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs enseignants qui n'avaient jamais pensé qu'il y a un potentiel de transfert. Et là, la question, c'est que s'il y a des enseignants qui sont motivés par la rétroaction et qui ont décidé d'eux-mêmes de participer à un projet, si là-dedans, il y en avait déjà qui ne voyaient pas forcément l'aspect de transfert quand ils réfléchissaient à la rétroaction, comment on peut espérer que nos étudiants, eux, pensent que c'est pertinent et que c'est utilisé comme ça? Donc, je pense que c'est une conception qu'il faut développer. C'est un sujet qu'il faut aborder avec les étudiants. On serait sûrement surpris si on demandait aux étudiants pourquoi vous pensez que je vous donne des rétroactions? Et je suis certaine que beaucoup d'étudiants diraient pour nous expliquer notre note. Mais c'est certain qu'on ne lit pas de la même façon des rétroactions si c'est pour comprendre pourquoi on a eu une note ou si c'est dans une perspective dans la prochaine rédaction, examen, qu'est-ce que je dois améliorer? Donc ça, c'est vraiment la conscientisation qu'il y a à faire, je pense, autant chez les enseignants que chez les étudiants. Merci beaucoup. Angela, vous posez une question, mais je crois que c'est la question que vous avez posée oralement, mais je ne suis pas certaine là, parce que j'avoue que je fais plusieurs choses en même temps. Là, en tant que, si vous avez, est-ce qu'il s'agit de la même question? Je peux vous redonner la main. Non, Angela, voulez-vous répondre ou je ne sais pas si Angela est encore là. Angela, nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a Agnès qui pose la question suivante. Puis ensuite, il y a 2 questions orales là, qui vont être posées. Est-ce que vous avez mesuré si la correction multitype faisait en sorte que les étudiants consultaient moins leur enseignant durant leur période de disponibilité? Elle pense entre autres, Agnès, aux enseignants de français qui doivent faire souvent des suivis au bureau après la remise des dissertations.
J'ai posé la question à certains enseignants. Il n'y en a aucun qui a relevé une différence majeure dans leur cas. D'accord. Je vais laisser la parole maintenant à Sandra. Sandra Laroche. Vous avez le droit de parole, Sandra. Bonjour Éric, bonjour Catherine. Bonjour. Félicitations pour votre recherche, pour avoir eu le plaisir de partager une recherche avec Catherine, en fait, de participer à une de ses recherches. Je sais que son travail est impeccable. Et en fait, Catherine, ma question, c'est, je me vois pas super bien, moi, dans ma discipline, là, en technique de comptabilité-gestion. Tu sais, j'ai des examens. Je vois cette possibilité-là de faire des rétroactions orales, là, par exemple, lorsqu'on fait je sais pas, une dissertation ou quelque chose comme ça en mi-session, puis que là, on veut que l'étudiant s'améliore. Moi, si je donne une rétroaction orale et que je remets les copies d'examen à mes étudiants en contexte de pandémie, bien entendu, mes examens sont brûlés, là, je ne peux plus m'en servir. Est-ce que ça pourrait me servir? Puis mes travaux de session, ben, mes gros travaux plus longs sont à la fin de la session. Donc là, à ce moment-là, est-ce que c'est encore utile de leur faire une rétroaction de ce type-là parce que le but, c'est de justifier leurs notes? Puis est-ce qu'ils vont s'améliorer dans le cours? Non, le cours est terminé. Je m'interroge un peu. Bon, ben, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Premièrement, honnêtement, si l'objectif, c'est de justifier la note, non. Mon opinion bien honnête et personnelle, c'est allez-y avec une bonne grille de correction et ça va être tout aussi efficace. Non, selon moi, ça ne vaut pas l'investissement si ce n'est que pour justifier la note. Pour ce qui est, par contre, de l'aspect, bon, de ne pas brûler les examens. On a eu une enseignante que, justement, dans son département, elle voulait vraiment donner, en fait, ses examens, de son point de vue, étaient vraiment transférables et elle voulait vraiment faire du multiple sur ces examens-là. Donc, on a trouvé une solution alternative. C'est clairement, de mon point de vue, pas l'idéal, mais ça a quand même été assez bien reçu par ses étudiants, si je me souviens bien. En gros, elle avait fait une grille de correction rétroactive. Non, une grille de correction constructive et des capsules audio. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait fait une capsule audio aux étudiants, mais pas une capsule audio, évidemment, où elle expliquait l'erreur. Elle faisait des capsules audio en disant « Tu as mal fait telle procédure, par exemple. » Donc, c'était dans telle technique, tu l'as mal utilisée. Dans la prochaine évaluation, voilà comment tu vas devoir procéder. Et donc, elle remettait en classe les examens pour que les étudiants regardent leurs copies. Elle corrigeait ces copies à la main. Ils avaient une rétroaction donc sur la copie. Mais par ailleurs, elle, la banque de commentaires génériques, elle l'avait comme intégrée à sa grille de correction. Donc, sur la grille de correction, selon là où ils avaient des points faibles, il y avait des suggestions pas seulement de ressources dans certains cas, mais aussi donc de stratégies métacognitives que les étudiants pouvaient déployer pour le futur. Donc, puis quand on est ingénieux, il y a toujours moyen. Là. Donc, ça, c'était une option possible. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est certain que là, c'est plus de se questionner. Est-ce que les étudiants, compte tenu que la rétroaction dans des tâches précises, c'est vraiment une bonne façon de les faire apprendre? Est-ce qu'on est à l'aise comme enseignant de ne pas évaluer ça avant que ça soit final et c'est trop tard ensuite? Bien, ça, c'est aussi à réfléchir. Là. Donc, voilà. Puis, on avait une prof d'administration là, qui faisait des travaux dans Excel. Puis, elle avait trouvé ça utile, en tout cas. Donc, c'était dans une discipline connexe, là, si je ne me trompe pas, Sandra. OK, merci. Je donne Excel à l'autre session. On s'en reparle. Merci. Merci.